Donc c'est vraiment un pays minuscule, c'est le plus petit du continent africain. Bon, il y a des îles ou des archipels qui sont plus petits, mais sur le continent, c'est le plus petit. Ça ne veut pas dire que les choses qui se passent dans ce pays ne sont pas intéressantes. Alors, en quoi c'est intéressant et en quoi ça m'a intéressé plus particulièrement ces derniers temps? Eh bien, il y a eu, au mois de décembre dernier, le 12 décembre, la proclamation d'une république islamique en Gambie. En quoi c'est important, cette proclamation? Eh bien, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, hein. Il n'y a pas beaucoup de républiques islamiques. Et c'est donc la dernière née des républiques islamiques dans le monde, après une liste qui n'est pas très longue finalement. Pakistan, Iran, Afghanistan, etc. Mais il n'y en a pas énormément, ce qui ne veut pas dire que d'autres pays qui n'ont pas le titre de république n'appliquent pas la charia, etc. Ou en tout cas ne se réfèrent pas à l'islam. Donc c'est la dernière née dans le monde. C'est en même temps la deuxième du continent africain après la Mauritanie. La Mauritanie qui est devenue République islamique en 1991, vous voyez la Mauritanie au nord du Sénégal. Et donc c'est la première en Afrique subsaharienne. Alors c'est intéressant donc par cette nouveauté, c'est relativement rare donc. C'est intéressant également, et là je ne vous apprendrai rien, par rapport au contexte de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général, et au-delà de l'Afrique, qui est un contexte de poussée de l'islam. Ce qui a pu susciter quelques inquiétudes. Alors cette poussée de l'islam, elle se manifeste de différentes manières hein, dans la sous-région, pas uniquement en Gambie. Mais disons que l'islam, en Afrique de l'Ouest notamment, est de plus en plus visible. Il est visible à travers les femmes ou les filles voilées de plus en plus nombreuses. Il y a vraiment eu une explosion depuis 2 ou 3 ans, et même en l'espace d'1 an. Hein, je suis rentré il n'y a pas très longtemps là, du Sénégal et de Guinée-Bissau, qui est un pays qui se trouve au sud. Et il y a vraiment, en l'espace d'1 an, un doublement ou un triplement, comme ça, à vue de nez, du nombre de femmes voilées ou de filles voilées, y compris des petites filles très, très jeunes, en bas âge. Donc l'islam gagne en visibilité par le port du voile, il gagne en visibilité par l'explosion du nombre de mosquées. On voit des mosquées toutes neuves qui se construisent dans le moindre petit village. Il y a des infrastructures socioculturelles, des dispensaires, des écoles, etc., qui sont créées par des organisations islamiques. Donc l'islam occupe de plus en plus l'espace public dans cette région d'Afrique de l'Ouest. Je tiens tout de même à préciser que si l'islam est dominant, disons, dans toute la partie nord de l'Afrique, du nord-ouest au nord-est, bon, par contre, au sud, c'est le christianisme qui est dominant, soit catholique, soit protestant. Disons que très, très approximativement, on compte en Afrique 1/3 de musulmans, donc qui sont au nord, 1/3 de catholiques et 1/3 de protestants. Les catholiques qu'on trouve plutôt dans les anciennes colonies françaises, les protestants qu'on trouve plutôt dans les anciennes colonies britanniques, comme la Gambie. Donc une poussée de l'islam qui est visible, mais moins visible, on a également une poussée de l'islam fondamentaliste, qu'on peut appeler également l'islam salafiste. Alors cette poussée se manifeste à travers l'enseignement. Il y a de plus en plus d'écoles coraniques, et dans ces écoles coraniques, eh bien, l'enseignement tend à être de plus en plus orienté vers un retour aux sources. Ça passe également par des prêches dans les mosquées ou en dehors des mosquées. Et enfin, troisième élément de cette poussée de l'islam en Afrique de l'Ouest, l'expansion de groupes armés que vous connaissez, qui se réclament de l'islam, que ce soit AQMI ou Boko Haram. Donc ceux qui se réclament de ces groupes armés mènent soit une lutte armée, soit pratiquent le terrorisme. Je ne développe pas, vous avez tous en mémoire, des assassinats ou des attentats comme à Ouagadougou, Bamako, Grand Bassam, etc. Alors la nouveauté, l'une des grandes nouveautés de ces derniers mois, c'est l'enrôlement, le recrutement
de combattants africains. Quand je dis africains, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas arabes ou touaregs. Ça, c'est un élément nouveau qu'on a vu apparaître notamment au Mali ou en Côte d'Ivoire. Et on trouve également de plus en plus de ressortissants d'Afrique noire sur les théâtres de combat, par exemple en Libye. Il y a notamment des Sénégalais qui ont été signalés en Libye. Donc lorsque je pose la question Gambie, République islamique ou dictature opportuniste, en fait, derrière cette question sous-jacente, il y a une autre question. Est-ce qu'à travers cette instauration d'une République islamique, il y a en Gambie un risque de dérive islamique? Voilà la question qui est posée. Et on peut se la poser d'autant plus que le chef de l'État gambien qui a proclamé cette République, ce chef de l'État lui-même est un personnage très, très particulier, disons, mégalomane, très imprévisible, et disons qu'on peut s'attendre à tout de sa part. Donc ça renforce, si vous voulez, ça renforce l'inquiétude. Donc je propose de répondre à cette question en précisant tout d'abord que je ne suis pas spécialiste de la Gambie, je suis plutôt spécialiste du Sénégal, mais par extension, je m'intéresse évidemment aux pays voisins. Je ne suis pas non plus spécialiste de l'islam, et là également, par la force des choses, j'ai été amené à m'y intéresser, bien sûr, quand on travaille dans un pays musulman. Par contre, donc, je suis spécialiste d'un conflit séparatiste qui se situe en Casamance. La Casamance qui est au sud du Sénégal et justement qui est séparée du Sénégal par la Gambie. Et la Casamance, c'est ici. C'est toute cette région-là qui est séparée du reste du Sénégal par la Gambie. Bon, pour des raisons historiques sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. Enfin, disons que c'est un héritage de la colonisation, d'une colonisation compliquée. Enfin, on pourra y revenir. L'essentiel n'est pas là. Donc, à travers mon intérêt pour ce conflit séparatiste, qui a bien sûr des liens avec les pays voisins, la Gambie et la Guinée-Bissau, j'étais amené donc à m'intéresser à ces pays, et notamment à la Gambie. Donc, je propose de situer un petit peu mieux d'abord ce pays, pour que tout le monde comprenne un peu de quoi il s'agit. Et ensuite, donc, j'essaierai de répondre à la question que j'ai posée, en montrant d'une part que, contrairement à ce qu'on pouvait craindre, la mesure qui vient d'être prise de créer une république islamique, finalement, n'a pas changé grand-chose, jusqu'à présent du moins. Je préciserai, je montrerai ensuite que cet affichage religieux répond en fait à des stratégies de pouvoir et répond plus précisément à une situation de crise dans laquelle se trouve le pays, et d'où il ressort qu'à court terme, du moins, le risque islamiste est, à mon sens, plutôt faible en Gambie. Par contre, à plus long terme, la question peut se poser. Alors, premier point, donc, situer rapidement la Gambie. Donc, cette carte nous y aide. Je vous l'ai dit, c'est l'État le plus petit du continent, à 10 000 km². Vous voyez, c'est tout petit. Ça ferait un carré de 100 km sur 100 km, mais là, ce n'est pas un carré, vous voyez. C'est une sorte de ver de terre qui s'enfonce à l'intérieur du Sénégal, sur 300 km de long à peu près, et une vingtaine ou une cinquantaine de kilomètres de large au maximum. Bon. C'est donc une configuration géographique très particulière, à la fois une situation d'emboîtement dans le Sénégal, ce qui a beaucoup d'implications, on y reviendra, et en même temps cette extension, cette faible largeur, qui, tout ça, crée finalement des éléments de vulnérabilité du pays. Dernier point à préciser. La Gambie se situe au sud, dans la partie sud, disons, de l'expansion de la zone à dominante musulmane. Donc, vous voyez, ça renvoie un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, toute la partie nord et un peu est de l'Afrique, qui est à majorité musulmane, et donc la Gambie, qui est ici, la Gambie se trouve dans la partie sud,
Et il faut savoir, par exemple, au sud de la Gambie, donc ici la Guinée-Bissau, constitue une poche animiste et chrétienne. En Guinée-Bissau, le pourcentage de musulmans n'est que de 50% environ, alors qu'en Gambie, il est de plus de 90%, comme au Sénégal. Alors, sur le plan historique, sans entrer dans les détails, il s'agit donc d'une ancienne colonie britannique qui est devenue indépendante en 1965, qui est devenue république en 1970, qui était brièvement associée au Sénégal dans une confédération qu'on appelait la Confédération de Sénégambie, qui était de brève durée, la durée de 1982-1989. Sachant encore qu'il y a eu un coup d'État en 1994 qui a porté au pouvoir l'actuel chef de l'État, qui était à l'époque un lieutenant de l'armée. C'était un coup d'État militaire, c'était le lieutenant Jammeh, Yahya Jammeh, qui ensuite qui est arrivé au pouvoir donc par un coup d'État et qui ensuite a été élu président de la République et réélu sans discontinuité à plusieurs reprises. Alors j'y reviendrai, ça montre bien que on peut être à la fois dans un régime dictatorial et en même temps organiser des élections. Ce n'est pas forcément contradictoire, tout dépend comment on les organise. J'y reviendrai. Donc c'est un pays musulman, je vous l'ai dit, donc à plus de 90%. Il y a une minorité chrétienne qui fait 5 à 8% de la population. C'est un pays musulman qui, comme le Sénégal, est dominé par ce qu'on appelle le modèle confrérique. C'est-à-dire ce sont des confréries mourides, tidjanes, la Qadriya, etc., qui dominent la vie religieuse, la vie de l'islam, des confréries qui ont des chefs, qui sont des marabouts plus ou moins puissants, mais disons que cette influence confrérique est beaucoup moins forte en Gambie qu'au Sénégal voisin. Dernier point, enfin, j'y reviendrai aussi, l'affichage islamique du président Jammeh n'est pas nouveau, puisque pas longtemps après sa prise du pouvoir, il a complètement changé de look, si vous voulez, j'y reviendrai là aussi, et celui qui était un militaire dynamique, admirateur de Sankara, etc., s'est très rapidement transformé en défenseur de l'islam et a affiché tous les signes, disons, d'un ralliement ou en tout cas d'une forte appartenance à l'islam. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure, en commençant, la République islamique, instaurée il y a donc très peu, il y a 4 mois, cette République islamique n'a pas changé grand-chose dans le pays. L'obligation du voile a été à un moment instaurée et très rapidement, ça a provoqué un tollé et très rapidement le pouvoir a fait marche arrière et donc ça a été abandonné. C'était l'obligation du voile pour les femmes fonctionnaires. Ce n'était pas pour toute la population, mais ça a été abandonné au bout de quelques semaines. Donc plus d'obligation du voile, l'alcool est toujours en vente libre, on entend toujours de la musique dans les rues ou ailleurs. Les touristes continuent d'arriver, même si c'est en moins grand nombre qu'auparavant, mais ça n'a rien à voir avec la République islamique, enfin pas fondamentalement. Et on peut ajouter encore que la charia, la loi islamique, n'a pas été instaurée. Alors elle n'a pas été instaurée pour une raison très simple, c'est qu'elle existe déjà. Comme dans la plupart des pays où l'islam est majoritaire, il y a en fait dans la Constitution, qui est une constitution laïque, il y a en fait un mélange de droits modernes hérités des Britanniques et de droits musulmans ou de droits coutumiers. Alors le droit musulman, donc ce qu'on appelle la charia dans sa version minimale, ne concerne que les seuls musulmans. Il ne s'applique pas au reste de la population. Et ce droit cette législation, disons, musulmane, est réservée, limitée au statut personnel des musulmans, c'est-à-dire tout ce qui concerne le mariage, le divorce, l'héritage, etc. Donc, à première vue, rien d'inquiétant dans cette instauration, elle ne change pas grand-chose, et donc on peut se poser la question, si ça ne change rien, alors pourquoi
avoir proclamé la Gambie pays islamique. Alors, l'argument officiel, hein, ce qui a justifié cette instauration, c'est la nécessité de préserver l'identité et la foi islamique du pays. Mais lorsqu'on suit ce qui se passe en Gambie, on s'aperçoit qu'il n'y avait aucune menace à ce sujet. Dans un pays où plus de 90% de la population est musulmane, la religion n'était absolument pas menacée. En réalité, ce qui est menacé, c'est le régime. Le régime qui est confronté à une crise économique, sociale, politique, sans précédent, et une crise qui signifie finalement l'impasse du modèle gambien qui a essayé d'associer libéralisme économique et dictature sur le plan politique. Alors, libéralisme économique, la Gambie a un modèle économique extraverti, c'est-à-dire tourné vers l'extérieur, tourné vers la mondialisation, si vous voulez. Et en gros, on peut considérer que le pays tire sa richesse de 4 rentes. La première rente, c'est la contrebande. Disons, j'aurais pu dire le commerce, mais une bonne partie de ce commerce est du commerce de contrebande. C'est-à-dire que la Gambie n'est pas le seul dans ce cas, mais c'est particulièrement poussé. Disons que toute l'économie gambienne fonctionne sur l'ouverture au monde, sur l'importation à bas prix de produits du monde entier, notamment de produits chinois. Et ces produits, qui sont donc importés à bas prix et très faiblement taxés, voire pas du tout, ces produits sont ensuite réexportés dans toute la sous-région. Alors la sous-région, c'est-à-dire bien sûr le Sénégal, mais au-delà du Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Ouais. Et donc, la Gambie et le port de Banjul, c'est la capitale et le grand port, en fait, constituent un peu un poumon économique pour la sous-région. Donc, la Gambie importe tout, y compris des armes, y compris des drogues. Comme vous le savez, l'Afrique de l'Ouest est un des maillons du trafic de cocaïne, notamment, pas uniquement. Et donc, il y a toute une série de trafics illicites qui transitent par la Gambie. On peut y ajouter également que la Gambie participe au pillage des ressources naturelles de la région, notamment les forêts de Casamance, qui est la grande réserve forestière du Sénégal. Les forêts de Casamance et les forêts de Guinée-Bissau sont en train d'être complètement détruites, complètement dévastées par la demande chinoise. Les Chinois là, sont partout et les forêts disparaissent à une vitesse vertigineuse, comme dans d'autres parties d'Afrique. Et donc, une bonne partie de ce bois entre en contrebande en Gambie et de là part directement en Chine. Donc ça, c'est la première ressource. Deuxième ressource, c'est le tourisme. La Gambie a la réputation d'offrir ce qu'on appelle les trois S, Sea, Sun, Sex. Donc il y a des clients spécialisés qui rendent la région, tout ça, ça rend la région attractive pour certains. Troisième ressource, troisième rente, les transferts de fonds des émigrés, de plus en plus nombreux, ce qui montre bien que le modèle économique peut enrichir certains, mais pas tout le monde. Et donc, ces trois premières rentes, si vous voulez, fournissent des ressources à l'État, et l'État a investi une partie de ces ressources dans des réalisations. Il y a eu un incontestable développement économique, social en Gambie. Il y a eu des constructions de routes, d'écoles, d'hôpitaux, etc. Paradoxalement, plus que dans le pays voisin, le Sénégal. Et ça fait évidemment la fierté du régime qui met en avant ses réalisations comparées, il y a une rivalité comparée au pays voisin, le Sénégal. Donc, il y a incontestablement des réalisations, et c'est important à noter parce que ça explique aussi le soutien dont le régime jouit dans une partie de la population. Donc, il y a eu des réalisations, notamment en termes d'infrastructures, mais ça n'empêche pas que globalement, la Gambie reste un des pays les plus pauvres du monde.
et que notamment plus de la moitié de sa population vit encore en dessous du seuil de pauvreté. Donc très vite une aide extérieure est apparue nécessaire, une aide occidentale en grande partie, mais également une aide des pays musulmans. Donc ça, c'est le premier point, ce modèle économique extraverti, tourné vers l'extérieur. Deuxième caractéristique de ce modèle gambien, c'est donc le modèle politique, enfin modèle entre guillemets, c'est celui d'une dictature. Une dictature relativement féroce, sans pitié pour les opposants. La Gambie est manifestement l'un des pays les plus ouverts sur le plan économique, mais c'est l'un des pays les plus autoritaires d'Afrique sur le plan politique. Alors on peut distinguer deux registres, le registre autoritaire et le registre personnel, les deux sont liés bien sûr. Au chapitre autoritarisme, une véritable terreur s'est instaurée très vite dans le pays, très vite après le coup d'État de 1994, qui a été dénoncé par les organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International. Cette terreur est exercée à travers une police secrète qui s'appelle la NIA, la National Intelligence Agency. Et le régime fait donc arrêter, emprisonner, torturer, exécuter tous les opposants, que ce soit des avocats, des militaires, des journalistes, etc. Les premiers qui ont subi qui ont fait les frais de la répression, c'était les propres compagnons d'armes du lieutenant Jammeh lorsqu'il a fait son coup d'État. C'était les premiers à disparaître, mais ensuite, la répression s'est étendue à toute la société. Alors, parallèlement, s'est développé un pouvoir personnel autour donc du président Jammeh. Voilà. Alors là, la photo est très, très illustrative du personnage, à la fois par l'habillage et l'image qu'il veut donner de lui. Il est toujours vêtu d'un grand boubou blanc. Il arbore son chapelet, son Coran et un bâton que lui a donné l'émir de Kano au Nigeria. Parfois, c'est un sabre que lui a donné. Oui, pardon. Donc, il arbore soit ce bâton, vous voyez ici, qui lui a été donné par l'émir de Kano au Nigeria, soit un sabre qui lui a été donné par le colonel Kadhafi. Ce qui montre bien ses inclinations politiques. Il ne cherche pas forcément des grands démocrates. Voilà. Alors, c'est intéressant également au niveau de l'attitude, qui est très révélatrice finalement du côté autoritaire. Jammeh fonctionne sur la menace. Il menace tout le monde, tous les opposants, avec des formules parfois très, très violentes, très crues. J'y reviendrai peut-être. Il menace, y compris parfois de s'en prendre lui-même physiquement, de tuer lui-même de ses propres mains ceux qui lui résistent. Voilà. Et donc, à cet égard, cette photo est assez significative. Son portrait est omniprésent, le portrait du président, voilà, est omniprésent dans l'espace public. Alors vous voyez, là, c'est même financé par une compagnie téléphonique qui, pour le 20e anniversaire du coup d'État, donc en 2014, a fait des grands panneaux donc, à la gloire du président, donc sur fond de drapeau gambien, donc un affichage nationaliste, et j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a un double affichage dans ce régime, un affichage nationaliste et un affichage religieux. Et donc là, il y a bien ces deux affichages, l'affichage nationaliste avec le drapeau gambien, mais également l'affichage religieux. Vous voyez, toujours le Coran, le chapelet et le grand boubou blanc qui renvoie donc à l'image d'un président défenseur, à la fois défenseur de la nation et défenseur de la religion. Et donc l'image du président, sous diverses formes, est présente partout dans l'espace public. Elle est présente également sur les billets de banque. Les nouveaux billets de banque sont à l'image du président. Imaginez des billets de banque à l'image du président Hollande, ça ferait du bruit. Voilà, mais là-bas, ça passe. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est donc une dictature et un pouvoir personnel sans discussion. Mais en même temps, je vous l'ai dit aussi,
ce régime a été et est encore légitimé par les urnes, y compris dans des élections dont les observateurs internationaux reconnaissent que globalement, avec des petites bavures, mais globalement, elles se déroulent dans des conditions acceptables. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, il a été réélu à plusieurs reprises, à 4 reprises depuis 1996, et il s'apprête à briguer un nouveau mandat à la fin de cette année, en novembre 2016. Alors, comment expliquer ce paradoxe qu'un dictateur soit réélu? Bien, je vous l'ai dit, il y a des réalisations. Il a fait des choses, il a amélioré en termes de scolarisation, de santé, etc. Donc, ça paye, ça rapporte. Il y a bien sûr l'intimidation dont j'ai parlé. Il menace de punir les régions qui votent mal, les villes qui votent mal ou les villages qui votent mal. Donc si on veut être sûr de bénéficier des bienfaits du régime, il y a intérêt à voter pour lui. Il y a intérêt à ce que le village où on est, ou la ville, ou le quartier où on est, vote pour lui. Donc ça joue aussi. Donc vous voyez, il y a un mélange d'intimidation et de séduction. Et s'y ajoute également le clientélisme. Le clientélisme, c'est-à-dire qu'il s'attache, si vous voulez, à un électorat particulier, et notamment dans sa communauté ethnique, qui est la communauté Diola. Il faut savoir que Diamé appartient à l'ethnie Diola, qui est majoritaire en Casamance, donc au sud du Sénégal, enfin en Basse-Casamance du moins. Et ces Diola viennent nombreux en Gambie, donc pour des raisons économiques, pour trouver du travail, mais également parce qu'il y a la guerre civile finalement en Casamance, et certains fuient le conflit et se réfugient en Gambie, et ils sont accueillis à bras ouverts en Gambie, où ils sont naturalisés à tour de bras par le régime. Et donc, ça constitue une base électorale fidèle pour le président. Voilà, donc un modèle qui repose sur un paradoxe apparent, le libéralisme économique et l'autoritarisme politique, et c'est ce modèle donc qui est aujourd'hui en crise. Alors là, je vais essayer de passer plus rapidement, quitte à y revenir. Pourquoi c'est en crise? Bon, parce qu'il y a des raisons externes. J'y reviendrai, je ne vais pas entrer dans les détails. La concurrence de Dakar comme port régional, la baisse de la fréquentation touristique qui est liée pour une part, mais pour une part seulement. Vous m'entendez là? Oui. Qui est liée pour une part à la nature du régime. Bon, ça inquiète certains, mais ce n'est pas l'élément fondamental. Et surtout, cette crise du régime, elle renvoie à des raisons internes. Et ces raisons internes sont des raisons économiques, mais qui renvoient elles-mêmes à des raisons politiques, c'est-à-dire à l'existence d'un régime autoritaire. C'est-à-dire que l'idée que je défends, c'est que la dictature a des effets néfastes sur l'économie. Elle est contradictoire, finalement, avec l'efficacité économique. Les atteintes répétées aux droits de l'homme ont en effet entraîné des sanctions de la part des bailleurs de fonds occidentaux. L'Union européenne, notamment, et les États-Unis ont suspendu leur aide il y a 2 ou 3 ans et ont envisagé de la reprendre uniquement sous condition, c'est-à-dire sous condition que le régime respecte les droits de l'homme. Alors le résultat, la conséquence de ce retrait finalement des investisseurs occidentaux, c'est les difficultés financières de l'État. Les caisses de l'État sont plus ou moins vides, et l'État a de plus en plus de mal à payer ses fonctionnaires. D'où évidemment un mécontentement. Mais la nature dictatoriale du régime est mise en cause également par la prédation économique exercée par le président et son entourage. C'est-à-dire qu'il prélève, la prédation, ça veut dire qu'il prélève une partie de la richesse pour eux-mêmes ou leur famille ou leur entourage. Donc il y a vraiment confiscation d'une partie de la richesse et en même temps un interventionnisme de l'État qui prend des décisions qui ne sont pas toujours conformes aux nécessités du développement. Notamment le régime, pour faire face à ces difficultés, a eu recours à la planche à billets, c'est-à-dire à fabriquer de la monnaie en grande quantité, ce qui a fait baisser la monnaie. Il y a eu une chute de la monnaie locale qui s'appelle le Dalassi. Le coût de crédit a augmenté, ce qui a freiné les investissements. La chute du Dalassi a freiné les importations parce qu'elles deviennent
automatiquement plus cher quand la monnaie perd de sa valeur. Donc il y a eu une aggravation de la situation financière de l'État. Et les mesures prises pour y pallier ont eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elles ont aggravé, je n'entre pas dans les détails, elles ont aggravé donc les difficultés de l'État, mais également les difficultés de la population. Le pouvoir d'achat des plus pauvres, notamment, a diminué. Ça explique l'augmentation de l'immigration. L'immigration gambienne est aujourd'hui une des plus fortes, non seulement en valeur relative, en valeur absolue, mais également en valeur relative. C'est-à-dire qu'en nombre de migrants, d'après l'organisme Frontex, l'organisme européen qui surveille les flux migratoires, eh bien, la Gambie arriverait au 6e rang en Afrique pour le nombre des migrants. Donc les migrants que vous allez retrouver en Méditerranée, notamment, enfin, pour la plupart, s'ils y arrivent. Voilà, donc ça a eu des effets, cette dictature, ce régime ultra-autoritaire a eu des effets sur l'économie. Il a eu des effets également politiques dans la mesure où il a créé une crise avec le Sénégal. En effet, la dernière mesure en date, qui est un relèvement brutal des taxes pesant sur les camions qui traversent la Gambie et qui se rendent en Casamance. Il y a des échanges, vous avez la carte en tête maintenant, il y a des échanges très importants donc, entre Dakar et la Casamance au sud, et ces échanges, évidemment, traversent normalement la Gambie. Or, le président gambien a relevé brutalement les taxes sur les camions qui traversent son pays, et il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, puisque ces taxes ont été multipliées par 100. Il est passé de 4 000 francs CFA à 400 000 francs CFA. Alors, bon, ça fait, traduit en euros, ça fait, bon, peu importe, mais ce qui compte, c'est l'augmentation brutale qui a entraîné une réaction immédiate. Les transporteurs sénégalais frappés par cette mesure ont fait pression pour l'État sénégalais et il y a depuis 2 mois un blocus de la Gambie. Les camions ne passent plus et donc ça menace d'asphyxier non seulement la Gambie, qui a du mal notamment à faire fonctionner ses centrales électriques parce qu'elle n'est plus approvisionnée en fioul. Donc risque d'asphyxie de la Gambie, risque d'asphyxie de la sous-région, les pays voisins qui dépendaient de leur approvisionnement par Banjul, et y compris risque d'asphyxie pour le sud du Sénégal, la Casamance, qui est moins bien ravitaillée qu'avant. Il y a évidemment la solution de contourner la Gambie, mais c'est plus long et c'est plus onéreux. Voilà. Donc le pays est dans une crise aggravée, et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la mesure qui vient d'être prise. C'est-à-dire que la crise financière se transforme en crise politique, avec la crainte d'un coup d'État, et le président réagit de 2 manières. D'une part, en augmentant la terreur, et notamment à la suite d'une tentative de coup d'État, une de plus, à la fin de l'année 2014. Il y a eu une répression vraiment impitoyable, avec des exécutions, des disparitions, etc., qui ont frappé non seulement ceux qui ont participé au coup d'État, mais également ceux les membres de leur famille, leurs amis, etc. Donc ça a été très, très violent. Donc première réponse, la terreur. Et deuxième réponse, eh bien, c'est la proclamation de la République islamique, c'est-à-dire un registre religieux, c'est-à-dire un registre qui va essayer d'apporter une légitimité supplémentaire au régime. Alors cet affichage islamique, il est à double détente. Disons, il va dans 2 directions, intérieure et extérieure. Alors sur le plan intérieur, donc, il y a cette dimension légitimation du régime. Et ce n'est pas un hasard, évidemment, si c'est l'islam qui est choisi. Non seulement c'est la religion dominante, mais en plus, cette religion apparaît comme un élément plus mobilisateur dans le contexte international, et notamment sous-régional. Alors, ça aboutit d'ailleurs, et je rejoins une remarque que j'ai faite tout à l'heure, cet affichage donc islamiste croissant va parfois
enfin, est parfois contradictoire avec l'affichage nationaliste. Hein. Je dis, il y a un double affichage qu'on voit très bien ici. Un exemple de ces contradictions, c'est les hésitations du régime sur le choix de la langue du pays. Jusqu'à présent, la langue officielle, de fait, hein, ce n'était pas inscrit dans la Constitution, mais de fait, la langue utilisée dans l'administration, pour l'enseignement, etc., c'était l'anglais, hein, la langue de l'ancien colonisateur. Pour se démarquer de l'ancien colonisateur et jouant la carte de l'anti-colonialisme ou l'anti-impérialisme, Diamé a décidé de supprimer l'anglais comme langue officielle de fait. Mais il n'a pas dit, bon, ce qui peut se comprendre. Hein, en Algérie, le français avait été supprimé après l'indépendance au profit de l'arabe. Donc ça peut se comprendre. Mais au profit de quoi? Alors que l'anglais est parlé par la majorité ou compris par la majorité de la population. Au profit de quoi? Au profit de langues nationales. Mais le problème, c'est qu'il y en a plusieurs. Alors, est-ce que c'est le mandingue, qui est la principale? Est-ce que c'est le peul? Est-ce que c'est le diola, qui est la langue de l'ethnie de Diamé? Ou est-ce que c'est encore d'autres langues? Il n'a pas tranché. Donc, ça, c'est la première possibilité envisagée. Deuxième possibilité envisagée, c'est l'arabe. Mais l'arabe, personne ne le parle. Alors, il est enseigné dans les écoles coraniques, évidemment, pour l'apprentissage du Coran, mais ça ne veut pas dire que les gens parlent arabe pour autant. Ils savent réciter le Coran, mais ils ne maîtrisent pas l'arabe pour autant. Donc, vous voyez, il y a cette hésitation entre le registre nationaliste et puis le registre musulman, le registre islamiste, qui, dans tous les cas, bon, pose des problèmes au pays, parce que du jour au lendemain, on ne peut pas brutalement abandonner une langue pour en instaurer une autre. Hein, ça supposerait des investissements énormes, hein, ne serait-ce que traduire tous les livres dans une de ces langues, hein, que ce soit l'arabe ou une autre. Bon. Donc, vous voyez, ces hésitations sont vraiment révélatrices du double registre utilisé par Diamé pour se maintenir au pouvoir, hein, à savoir donc ce registre nationaliste et ce registre de l'islam. Alors, ça c'est au niveau de l'usage interne du registre islamique. Pardon. Alors, à l'extérieur, l'objectif visé, là, en fait, avec cette mesure, Diamé va faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que d'une part, il prend ses distances vis-à-vis de l'Occident, aussi bien à l'égard du Sénégal, qui est un allié de longue date de l'Occident, qui a toujours été allié de l'Occident. Donc, le Sénégal qui est accusé de soutenir l'opposition gambienne, le Sénégal qui est accusé non sans raison de vouloir absorber la Gambie. Hein, je vous rappelle l'épisode que j'ai évoqué tout à l'heure d'une tentative de confédération, mais où très vite les Sénégalais avaient imposé leur domination, et donc ça laissait des traces, ça laissait un très mauvais souvenir. Donc, en affichant, avec cet affichage islamique, quand Diamé se démarque du Sénégal, il se démarque également de l'Occident, que ce soit de l'ancienne puissance coloniale, hein, la Grande-Bretagne, ou que ce soit de l'Occident en général. L'Occident qui est accusé de vouloir imposer à la Gambie ses valeurs, ses mœurs, et Diamé, mais il n'est pas le seul, en Afrique de l'Ouest, a cristallisé son rejet de l'Occident autour du thème de l'homosexualité. Pour lui, c'est l'exemple même de valeurs dépravées à ses yeux, qui sont que l'Occident essaye d'imposer à la Gambie. Donc la lutte contre l'Occident passe par la lutte contre l'homosexualité, et Diamé, d'ailleurs, a eu des discours d'une violence inouïe à l'égard des homosexuels, les menaçant des pires choses que je vous laisse imaginer. Alors il a fini par, après avoir menacé de les mettre à mort, sans que je vous précise comment, il s'est finalement résolu à faire voter, c'est très légal tout ça, à faire voter par le Parlement une loi punissant les homosexuels de prison à vie en cas de récidive. Voilà, donc c'est très, très dissuasif. Voilà, donc
voyez, cette mesure, donc cette mesure de proclamation de la République islamique, vise donc à rejeter l'Occident. Elle vise également à s'attirer la bienveillance des pays musulmans, et notamment des pays arabes. C'est-à-dire que pour faire face à la pénurie de devises, à la pénurie de capitaux, pour faire face à la crise financière, pour pallier la défaillance des Occidentaux, bien Diamé lance un appel du pied, fait un appel du pied à d'autres investisseurs, à commencer par l'Oumma, la communauté islamique. Et cet affichage, donc, manifestement, apparaît comme un appel du pied au monde musulman. Avec un appel du pied particulier au monde arabe, avec l'éventualité d'une adoption de la langue arabe comme langue officielle. Donc, Diamé fait appel aux pays arabes, il fait appel également à d'autres pays musulmans, comme le Pakistan notamment. Mais enfin, ce sont surtout les pays du Golfe qui sont présents. Ils sont présents depuis longtemps, mais Diamé demande encore plus d'aide, encore plus de prêts, de dons ou d'investissements. Ceci étant, son besoin de capitaux est tel qu'il prospecte plus largement et il fait appel également à la Chine. Depuis de nombreuses années, c'est Taïwan qui était le partenaire privilégié de la Gambie. Récemment, Diamé a rompu ses liens avec Taïwan et est en train de se rapprocher de la Chine dans l'espoir d'attirer les investissements chinois ou des prêts chinois ou des dons chinois. Des dons de Pékin, bien entendu. Voilà. Alors, le point commun de tous ces pays auxquels s'adresse le président gambien, enfin, il y a deux points communs, en fait. D'une part, et qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, d'une part, ils ont de l'argent, ils ont des capitaux à investir, donc c'est intéressant. Et d'autre part, et vous me voyez venir, deuxième point commun, Chine, Arabie Saoudite, Pakistan, etc. C'est des pays qui ne sont pas très regardants sur les droits de l'homme. Voilà. Et tout ça, évidemment, c'est du bonus pour Diamé. Il sait qu'avec ces pays-là, il ne sera pas embêté, on n'ira pas lui chercher des noises lorsqu'il emprisonnera ou lorsqu'il tuera des opposants. Voilà. Voilà où on en est. Donc, perspective, eh bien, le risque djihadiste est faible en Gambie. Et il est faible pour deux raisons. D'une part, parce qu'on a un régime qui est manifestement hostile aux djihadistes, parce qu'il y a un peu concurrence entre les deux. C'est pas il y a un peu, il y a concurrence. Ils se battent un peu sur le même terrain de l'instrumentalisation de la religion. Donc Diamé est contre les djihadistes. Donc il n'y a pas de risque de ce côté-là. Et en plus, on peut ajouter que le terrain ne leur est pas favorable, dans la mesure où, d'une part, il y a une répression féroce et une surveillance considérable du territoire et de la population. Et en même temps, on peut penser qu'en faisant de l'islam un ciment identitaire, Diamé coupe l'herbe sous le pied des islamistes. C'est-à-dire qu'il récupère, ou il essaye de récupérer à son profit, finalement, tout le potentiel mobilisateur de l'islam. Alors, donc, probablement pas de risque à court terme au niveau djihadisme, voire islamisme. Par contre, des risques de déstabilisation de la sous-région, avec des interférences avec le conflit casamancé. C'est sûr que la tension, la crise très grave actuelle, depuis 2 mois, avec le Sénégal, peut contribuer à relancer le conflit casamancé, pour une raison très simple et que j'évoque en 2 mots, c'est qu'une partie de la rébellion casamançaise, de la rébellion indépendantiste, est hébergée en Gambie et soutenue par le régime gambien, c'est logique. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, il y a le risque donc, de réactivation de la rébellion casamançaise par le chef de l'État gambien, même si, évidemment, les indépendantistes casamançais ne sont pas des marionnettes aux mains de Diamé, mais il y a tout de même des liens, et donc il y a un risque à ce niveau-là. Donc le risque est finalement plus grand de déstabilisation de la sous-région plutôt qu'un risque islamiste. Ceci étant,
Ceci étant, à plus long terme, la question peut se reposer. La poussée islamique, est, comme je l'ai dit en commençant, très forte dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et on peut penser donc que tôt ou tard, le pays va être concerné par cette poussée. Et s'il y a cette poussée islamique, c'est bien qu'il y a un mécontentement, c'est bien qu'il y a une crise, c'est bien qu'il y a des problèmes non résolus, c'est bien que les États ne répondent pas aux attentes. On peut considérer que l'État gambien, jusqu'à une date récente, répondait tant bien que mal à certaines attentes de la population. Désormais, comme il est en crise, il n'y répond plus. Donc on peut penser qu'à plus ou moins long terme, ce régime peut être lui-même déstabilisé et la question de l'islamisme peut se poser à nouveau. Et donc, on peut penser que, en cherchant à étouffer toute contestation interne à travers sa dictature, d'une part, et d'autre part en jouant la carte de l'anti-occidentalisme et en jouant la carte du rapprochement avec les pays arabes, notamment les pays du Golfe, qui sont ceux qui financent la propagande islamiste. On peut penser que Jammeh joue avec le feu et qu'il joue un peu aux apprentis sorciers. Voilà, donc je vais en rester là. Je pense que je suis resté dans les limites qui m'étaient imparties. Donc j'attends vos questions. Je vous remercie de votre attention. En préalable, pour être dans le déroulé de l'histoire de cette zone, est-ce qu'il serait, y a-t-il dans une homogénéité qui sous-tend cette zone désormais de la Gambie, que ce soit au niveau des ethnies, de terres cultivables ou autres, ou minières? À vous de m'expliquer. Parce qu'il y a parfois des sous-jacents particuliers qui font qu'il y a un déroulé plus ou moins cohérent entre la création d'une zone et cette incursion que la Gambie fait au travers du Sénégal. Où est-ce que... Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Vous allez me dire. Mais, oui. Là, on oui. est dans cette particularité oui. de forme d'État, au oui. plan, de ses limites, et finalement, ça n'est presque que quasi une zone frontalière. Enfin, ça a quand même peu d'épaisseur, la Gambie. Oui. Est-ce que sa forme de construction a répondu, quand la Gambie s'est créée en tant qu'État, à une cohérence qui était déjà de fond, par ethnie, par le sol, par un fleuve. Oui. Bon, là, c'est beaucoup plus clair pour moi. Je vous remercie. Voilà, c'est une très bonne question que vous posez. Bon, finalement, est-ce que cet État a la forme curieuse et à l'imbrication curieuse, est-ce que ça correspond à quelque chose ou pas? Non, c'est vraiment les hasards de la conquête coloniale, parce que là, on trouve en Gambie des populations qu'on trouve au Sénégal dans des proportions différentes. Disons qu'au Sénégal, l'ethnie majoritaire, la plus importante, c'est les Wolofs. Bon, et ils étaient très peu nombreux en Gambie, ils sont plus nombreux maintenant parce que des commerçants Wolofs notamment sont venus s'installer en Gambie. Donc on retrouve les mêmes ethnies, donc des Wolofs, on trouve des Mandingues, qui sont l'ethnie dominante, mais qu'on trouve au Sénégal aussi. On trouve des Peuls, qu'on trouve au Sénégal aussi. Donc, rien a priori ne justifiait ce découpage. Il n'y a pas de raison géographique particulière liée au relief ou autre. C'est vraiment, le point de départ, c'était des comptoirs. Il y avait des comptoirs britanniques, comme il y avait des comptoirs portugais en Casamance, ou des comptoirs français plus au nord.
À partir de ces comptoirs, les Britanniques ont colonisé à la fin du XIXe siècle. Hein. Je rappelle que la colonisation date de la fin du XIXe siècle. Hein, jusque-là, il n'y avait que des comptoirs. Donc, au moment de la colonisation, fin 19e, dans les années 1880-1890, à partir de ces comptoirs, il y a eu colonisation de territoire et disons que les Français contrôlaient déjà le territoire qui est au nord de l'actuelle Gambie, qu'ils ont très vite colonisé, contrôlé, et au sud, les Français ont colonisé ce qui est maintenant la région de Casamance, hein, au sud du Sénégal. Ils l'ont colonisé en absorbant notamment le comptoir portugais de Ziguinchor. Voilà. Donc la constitution, la création d'un territoire français au nord, d'un territoire français au sud, laissait peu d'espace aux Britanniques. Et de toute façon, ce qui les intéressait, eux, c'était le commerce. Hein, il n'y avait pas de visée vraiment de conquête territoriale. Ce qui les intéressait, c'était le port de Banjul, la possibilité de faire du commerce. Et donc, ils ont colonisé en amont, hein, sur 300 km. Ils ont colonisé, conquis de part et d'autre du fleuve, mais sans chercher une cohérence humaine ou géographique ou autre. Donc c'est vraiment le résultat d'un processus de partage colonial, hein, qui ne tient absolument pas compte des différences ou des ressemblances humaines ou naturelles. Oui, pardon, vous aviez tout à l'heure évoqué 4 rentes, la contrebande, le tourisme, les transferts de fonds des immigrés. Alors, les 3 premiers, vous disiez à quoi ils étaient consacrés. Oui. Et puis le 4e, on n'en a pas parlé, et il semble, vous donniez à penser qu'il avait vraiment une autre nature, une autre destination. J'aimerais savoir laquelle et qu'est-ce que c'était. Oui, alors j'ai peut-être... j'en ai reparlé, mais en séparant peut-être les choses. La 4e rente, c'est tout simplement, excusez-moi si je l'ai oublié, c'est tout simplement l'aide extérieure, et essentiellement l'aide occidentale. Oui, j'ai mentionné que justement, en dépit des 3 premières rentes qui ont assuré un relatif développement de la Gambie, en dépit de ces 3 premières rentes, il y avait tout de même de la pauvreté. La Gambie reste un des pays les plus pauvres du monde, mais malgré tout, guère plus pauvre que son voisin sénégalais. Comme quoi la taille ne fait rien à l'affaire. C'est pas parce qu'un pays est grand ou petit qu'il est riche ou pauvre. Vous avez le Nigeria qui est très grand, qui a des grandes richesses naturelles en plus, et si vous prenez le PIB par habitant, bah, finalement c'est plus ou moins dans la même catégorie que le Sénégal ou la Gambie. Donc la taille ne fait rien à l'affaire. Mais pour revenir donc à la question que vous posez, effectivement, ces 3 rentes traditionnelles, disons, ne suffisant pas, la Gambie a eu recours d'une manière croissante au financement extérieur, au financement de l'Union européenne, au financement des Américains. Et c'est à partir du moment justement où ces financements ont commencé à se tarir que la crise a éclaté. Et on peut considérer que le tournant, c'est 2012. Hein, le tournant, si vous voulez, qui a amené à la crise actuelle, c'est 2012, lorsque le régime a repris les exécutions capitales, qui s'étaient arrêtées pendant plusieurs années. Et en 2012, d'un seul coup, il y avait une trentaine de condamnés à mort, dont des Sénégalais, et Djamé en a fait exécuter 9. Et alors ça a refroidi considérablement les relations entre Djamé et la communauté internationale. C'est vraiment le point de départ de sanctions, disons, hein, des sanctions occidentales, et donc le point de départ d'un raidissement du régime, hein, dans les 2 directions que j'ai évoquées. Donc, hein, d'une part, la terreur croissante, et d'autre part, qui a été accentuée à la suite de la tentative de coup d'État de 2014, et deuxième direction, donc deuxième réponse, le registre islamique, comme registre de légitimation du régime. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. C'était ça la 4e rente. Hein, c'est une rente qui donc a en grande partie disparu et qui cherche à compenser par une rente des pays du Golfe ou d'autres pays comme la Chine.
Oui, la Gambie donc enchâssée dans le Sénégal. Quelle est la politique du Sénégal par rapport à la Gambie? Et au-delà du Sénégal, peut-être y a-t-il une politique française par rapport à la Gambie ou par rapport aux relations entre le Sénégal et la Gambie? Et comment la Gambie est-elle vue de la population sénégalaise aussi? Comment la Gambie, pardon? Est-elle vue aussi par la population du Sénégal comme ce pays bon, voilà. Mais aussi la politique officielle du Sénégal vis-à-vis de la Gambie? Pour être trivial, je dirais que les Sénégalais considèrent les Gambiens comme des emmerdeurs. Ils désignent la Gambie de diverses manières plus ou moins respectueuses, bon, que je ne citerai pas pour ne pas effrayer des oreilles chastes. Mais il y a bien, ça renvoie toujours plus ou moins à cette idée de pénétration du Sénégal. Le Sénégal se sent pénétré par la Gambie, avec la double dimension risque politique. À partir de là, qu'est-ce qui peut nous amener, qu'est-ce qu'ils peuvent introduire? C'est pas le sida, mais bon. Et donc, il y a le risque politique, mais en même temps, il y a les dommages économiques. C'est-à-dire que toute la contrebande gambienne se fait au détriment de l'État sénégalais. Tous les produits qui sont importés en Gambie, qui sont ensuite redistribués plus ou moins clandestinement au Sénégal, puis dans la sous-région, tous ces pays, évidemment, échappent aux taxes de l'État sénégalais. Donc il y a une concurrence pour l'État sénégalais. Ceci étant, et pour être complet, ça ne fait pas que des malheureux au Sénégal, dans la mesure où une partie importante de ce commerce plus ou moins clandestin est assurée par la confrérie mouride. Les réseaux mourides sont très puissants. Les mourides, c'est la principale confrérie musulmane au Sénégal. Et c'est une confrérie très puissante, très présente, très influente sur le plan politique pendant longtemps, mais surtout sur le plan économique. C'est une confrérie énormément riche, qui contrôle une bonne partie du commerce, non seulement au Sénégal, mais à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, en Italie, en France, etc. Donc il y a des réseaux, il y a des réseaux commerciaux très puissants, et les mourides participent, disons, à ce commerce de contrebande gambien. Et les mourides, c'est des Sénégalais. Voilà. Donc ça montre bien que ça ne fait pas que des malheureux au Sénégal. Oui. Mais disons que pour la majorité des Sénégalais, oui, et pour l'État sénégalais, la Gambie, c'est une gêne. C'est une gêne, et il y a eu, mais dans la lignée des efforts faits par la France à l'époque, à l'égard de la Grande-Bretagne, il y a eu des tentatives récurrentes d'absorber la Gambie. Alors, à l'époque de la colonisation française, la France avait essayé d'échanger la Gambie contre d'autres territoires pour avoir une continuité territoriale entre Dakar et le sud du Sénégal. Les Anglais n'ont jamais voulu, parce que les intérêts commerciaux anglais privilégiaient le fait de garder cette zone. Donc ça a échoué, la tentative donc, de récupérer ce territoire gambien a échoué à l'époque française, il y a eu des propositions d'échange, ça n'a pas marché, et cette politique d'essayer d'absorber d'une manière ou d'une autre la Gambie a été poursuivie à l'époque de Senghor, à l'époque des présidents sénégalais, dès l'époque de Senghor, ensuite à l'époque de Diouf, à l'époque de Wade. Et il y a eu vraiment des tentatives qui n'ont jamais abouti. Et la tentative qui est allée le plus loin, c'est donc cette expérience de confédération de 82 à 89. Mais ça a échoué parce que justement les Sénégalais avaient un comportement, disons, impérialiste, un comportement dominateur qui était très mal vécu par la population gambienne. Et donc, ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a été mal vécu, ça a laissé des traces, et ça a renforcé finalement, ça a renforcé le nationalisme gambien. Ce nationalisme gambien s'est aussi construit contre le Sénégal, avec la crainte du Sénégal, et le Sénégal qui, à défaut de pouvoir absorber la Gambie, soutient effectivement l'opposition. Le Sénégal qui a été
impliqué dans des tentatives de coup d'État, pas la dernière, pas en 2014, mais précédemment, en 2006, il y a eu une tentative de coup d'État par le chef d'état-major de l'époque, le général Cham, tentative de coup d'État qui était manifestement téléguidée de Dakar. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse sénégalaise elle-même, ou une partie de la presse sénégalaise qui, à l'époque, a montré les liens qu'il y avait entre l'ambassade du Sénégal à Banjul et les insurgés, ceux qui ont tenté ce coup d'État. Donc, voilà l'attitude, le sentiment sénégalais à l'égard de la Gambie. C'est vraiment la gêne et on essaye par tous les moyens de supprimer cette gêne. Alors, un des autres moyens, c'est évidemment d'arriver à faire renoncer l'État gambien à son modèle économique et de l'obliger à régulariser finalement son commerce, de l'obliger à appliquer des taxes, etc., et à harmoniser les taxes entre le Sénégal et la Gambie, mais ça, jusqu'à présent, les Gambiens s'y sont refusés. Alors, il y a un autre point à ajouter, dont je n'ai pas parlé, qui est important, et qui renvoie à la configuration de la Gambie. C'est le projet de construction d'un pont sur le fleuve Gambie. C'est-à-dire que les camions qui traversent le territoire gambien, pour gagner du temps, pour avoir à éviter de contourner la Gambie, ce qui prend un temps fou et ce qui double les distances. Donc, les camions sénégalais qui traversent la Gambie doivent traverser le fleuve et il n'y a pas de pont. C'est un bac. Bon, ce qui ralentit considérablement le trafic. Et donc, il y a un très vieux projet de construction d'un pont. Alors, Diamé a fait traîner autant qu'il a pu la concrétisation du projet. Il a fini par accepter un financement de la Banque africaine de développement, la BAD. Donc, les fonds existent. La signature a été faite il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 ans à Banjul. La Gambie a accepté que le pont soit construit. Donc, il y a les ponts, il y a le papier officiel, il y a la signature. La première pierre a même été posée, mais on en est toujours là. La deuxième n'est pas posée et manifestement n'est pas près d'être posée. Parce que pour la Gambie, c'est un moyen de tenir le Sénégal. En ne construisant pas le pont, il gêne le Sénégal. Donc c'est dans le bras de fer, on peut parler d'un bras de fer récurrent entre la Gambie et le Sénégal. La traversée de la Gambie est un des leviers utilisés par l'État gambien. Il peut à tout moment soit carrément empêcher les véhicules de passer, traverser son territoire. Il peut très bien faire un blocus lui-même. Bon, là, le dernier, c'est les Sénégalais qui l'ont fait. Mais les Gambiens peuvent très bien bloquer l'entrée des véhicules sénégalais, mais ils peuvent également relever massivement les tarifs du bac, ce qui est une gêne, et ça, ils l'ont fait à plusieurs reprises. Ou alors, en cas de crise, malencontreusement, le bac va tomber en panne. Oui, bon, l'objectif poursuivi est toujours le même. Donc, ça, c'est le premier levier. C'est vraiment cette traversée de la Gambie. Le deuxième levier, comme je vous l'ai dit, c'est la rébellion casamançaise. En cas de crise, en cas de problème, eh bien, Diamé actionne ou essaye d'actionner la rébellion ou la branche de la rébellion qu'il contrôle en Casamance. Voilà. Donc, il y a bien un grave problème, un problème ancien, effectivement, entre le Sénégal et la Gambie. Alors, vous avez évoqué la position de la France. Bon, la France n'intervient pas dans les affaires intérieures ni de la Gambie ni du Sénégal. Bon, le Sénégal est un allié de longue date de la France, mais les dirigeants gambiens, le président Diamé est reçu depuis longtemps à l'Élysée. Il a été reçu pour la première fois en 1998, pas longtemps après sa première élection, de 1996, et il a été reçu, il n'y a encore pas très longtemps, à l'Élysée, accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires, etc. Donc, voilà, le fait que ce soit un dictateur ne l'empêche pas d'être reçu par la France, qui peut peut-être essayer, avec des bonnes relations avec la Gambie, peut peut-être essayer
de pacifier un peu les relations avec le Sénégal. Bonjour. Ma question, c'était par rapport aux donateurs, vous avez parlé de l'opération séduction, du fait d'instaurer une république islamique pour attirer les dons ou les investissements des pays arabes. Je voulais savoir si ça fonctionne aujourd'hui, de quelle manière, et si c'était plus des investissements ou des dons étatiques, ou si c'était vraiment de la communauté, comme vous avez parlé, de la Oumma. Est-ce que c'est les populations arabes qui vivent là-haut, ou est-ce que c'est vraiment les États qui sont visés dans cette action? Oui, jusqu'à présent, et je pense que jusqu'à preuve du contraire, ce sera encore comme ça, ce sont les États musulmans en général, et notamment les États arabes, qui sont des bailleurs de fonds. Mais jusqu'à présent, ils interviennent, là comme ailleurs, hein, là comme au Sénégal, ou là comme en Guinée-Bissau, ou dans d'autres pays de la sous-région, ils interviennent souvent à travers des fondations. En Guinée-Bissau, par exemple, il y a énormément de fondations qui se sont créées tout récemment, hein, au cours des derniers mois, des 2 ou 3 dernières années. Donc il y a des fondations qui sont financées par les pays arabes, mais encore une fois, jusqu'à présent, ça concernait essentiellement la construction de mosquées, avec les mosquées, généralement, la construction de puits villageois, de puits communautaires, la construction d'écoles, la construction de dispensaires, etc. C'est-à-dire la construction d'infrastructures locales, hein, très utiles pour les populations, dans la mesure où l'État ne le fait pas. Et en l'occurrence, ces investissements, disons, musulmans en général et arabes en particulier, sont beaucoup plus développés justement dans les pays où l'État ne fait rien ou pas grand-chose, notamment en Guinée-Bissau. C'est intéressant de faire des comparaisons, justement. En Guinée-Bissau, s'il y a une très forte présence, une présence croissante des pays du Golfe, notamment, c'est parce qu'il y a énormément de besoins qui ne sont pas satisfaits par l'État, pour la raison très simple, c'est qu'en Guinée-Bissau, il n'y a pas d'État. Plus exactement, c'est un pays, je ne vais pas développer, mais c'est un pays qui est complètement détruit depuis de nombreuses années par des guerres civiles, des coups d'État, etc. Enfin, même pas guerre civile, c'est des coups d'État. Donc il n'y a pas d'État. L'État, enfin, ce qui ressemble à un État est en fait un État artificiel maintenu à bout de bras par la communauté internationale. Donc l'État ne fait pratiquement rien. Et donc il y a un terrain énorme, un terrain en friche, qu'investissent les pays du Golfe, qui font là un travail formidable, qui ne fait que compenser finalement ce que l'État devrait réaliser. Donc en Gambie, la situation est un peu différente, puisqu'en Gambie, l'État a fait des réalisations. Donc ces dispensaires, ces écoles, l'État les a construits. Donc là, le besoin est moindre. Par contre, le gros besoin de la Gambie actuellement, c'est de trouver des capitaux pour financer son développement, hein, ces capitaux qui font défaut à la suite du retrait occidental. Donc voilà quelle est la demande nouvelle de la Gambie, c'est bien toujours en direction des pays musulmans, mais pas uniquement, encore une fois, ça s'adresse aussi à la Chine et à d'autres, hein, c'est aidez-nous, investissez chez nous, faites-nous des prêts, faites-nous des dons, hein, on a besoin d'argent parce qu'on est dans une situation de crise, hein, l'État n'a plus les moyens. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. Est-ce qu'il y a une récupération idéologique, enfin, quand on construit des mosquées, par rapport justement vous avez parlé de la secte, enfin pas la secte, la confrérie mouridite. Oui. Est-ce qu'il y a des conflits entre les pays du Golfe qui sont plus, on va dire, comment on appelle ça, les wahhabites et les mouridites? Bon, il est sûr que le modèle wahhabite, c'est-à-dire le modèle de l'Arabie saoudite, hein, qui est un modèle fondamentaliste, c'est-à-dire une relecture de l'islam, une lecture ou une relecture de l'islam qui prétend remonter à un islam pur, un islam originel pur.
Bon, ça c'est la lecture des fondamentalistes, qu'ils soient wahhabites ou salafistes d'une manière générale. Donc je dirais pas que ça s'oppose, mais il y a une différence effectivement entre ce fondamentalisme, ce rigorisme islamique, voire islamiste. Il y a une différence avec le modèle confrérique. Le modèle confrérique, c'est un modèle soufi. Le soufisme, c'est une religion populaire. C'est une religion populaire qui peut intégrer des éléments de tradition, de religion ancienne, etc., qui s'accommodent de croyances autres que l'islam, de croyances et de pratiques différentes. Et donc, pour les salafistes, pour les fondamentalistes d'une manière générale, le modèle confrérique est un adversaire. Il y a une lutte entre les deux. Je ne dirais pas que les confréries sont les ennemis du fondamentalisme, mais en tout cas, ce sont des adversaires. Il y a bien une rivalité à ce niveau-là. Alors, ceci étant, et pour répondre à votre question, lorsque les fonds des pays du Golfe, par exemple, de l'Arabie Saoudite, du Koweït ou autres, arrivent, ils ne sont pas, enfin généralement pas, à ma connaissance, l'octroi de ces fonds n'est pas conditionné à l'appartenance musulmane, qu'elle soit confrérique ou pas confrérique. C'est-à-dire qu'ils distribuent de l'argent pour construire des mosquées, etc., à des associations musulmanes, qu'elles soient confrériques ou pas. Ouais. Étant bien entendu que, à travers ce mouvement de création de mosquées, de création d'écoles, etc., à travers ce mouvement se développe l'influence du modèle fondamentaliste. Mais disons que ce n'est pas une aide conditionnelle. Oui. Mais néanmoins, ça permet, et ça explique certainement la progression du fondamentalisme dans cette région, comme globalement dans toute l'Afrique de l'Ouest. Incontestablement, il y a une progression de ces idées fondamentalistes. Alors ce qui est intéressant également, ce sera ma dernière remarque là-dessus, ce qui est intéressant à noter, c'est que il y a une sorte d'émulation finalement dans cette rivalité entre confréries et confréries maraboutiques, c'est comme ça qu'on les appelle aussi. Donc, entre les confréries maraboutiques et les fondamentalismes, il y a donc une émulation, une rivalité qui amène les dirigeants des confréries à durcir leur discours et à reprendre une partie du discours fondamentaliste. C'est-à-dire, on pourrait parler, même si le terme prête à discussion, on pourrait parler de radicalisation du modèle confrérique, du discours confrérique, une radicalisation au sens de développement d'un discours fondamentaliste, d'un discours de retour aux sources. Et de plus en plus, il apparaît difficile de distinguer, et c'est peut-être ça l'un des points intéressants que votre question permet de soulever, il apparaît de plus en plus difficile de distinguer parfois le discours disons, salafiste, fondamentaliste, et le discours confrérique. Finalement, ils interviennent dans les mêmes domaines, avec les mêmes thèmes. Okay. Et donc, quand on parle de radicalisation en Afrique de l'Ouest, bien, cette radicalisation, on peut penser qu'elle peut se faire, bien sûr, par la diffusion du modèle wahhabite, d'Arabie Saoudite, mais elle peut se faire également par une radicalisation des confréries elles-mêmes. Et ça, je crois que c'est des choses importantes. Merci pour votre exposé. Vous nous avez dit que 90% de la population était musulmane. Comment vivent les 10% qui restent? Et l'autre question, l'anglais apparemment n'est plus enseigné, ce sont les langues nationales. C'est-à-dire qu'il y a un risque que les gens ne se comprennent plus entre eux? Oui. Je commence par ce dernier point. Je n'ai pas dit que l'anglais n'était plus enseigné au profit des langues nationales. J'ai dit que le président a annoncé son désir
de supprimer sa volonté. Mais ce qu'il veut, généralement, ça se réalise. Mais, sauf que là, c'est difficile. Hein. Donc il a annoncé sa volonté de supprimer l'anglais comme langue officielle, même si ce n'était pas écrit dans la Constitution. Pour autant, il n'a pas choisi par quelle langue le remplacer. Donc l'anglais est toujours la langue utilisée dans l'administration, dans l'enseignement, dans la presse, etc. La presse est une presse anglophone. Hein. Donc voilà pour répondre à la deuxième partie de votre question. La première partie, vous me la rappelez? 90% oui. des musulmans, comment vivent les 10% restants? Oui, alors les 8 ou 10% restants se sont évidemment inquiétés lors de la proclamation de la République islamique, lors de l'instauration du voile obligatoire pour les fonctionnaires. Donc il y a eu une grosse inquiétude et finalement cette inquiétude semble avoir disparu. Mais on attend la suite dans la mesure où, ça j'en ai pas parlé, on peut pas tout dire, le président Diamé a annoncé que enfin, il n'a pas dit peut-être explicitement, mais en gros, une nouvelle constitution va être élaborée dans laquelle probablement la charia va prendre un peu plus de place. Mais comme je vous l'ai dit, la charia est déjà appliquée. Elle est déjà appliquée, mais elle ne concerne que les musulmans et elle ne concerne que la vie privée finalement, mariage, etc. Donc il est possible qu'il y ait une extension du domaine de la charia. Je crois que la question de la charia, enfin, c'est assez flou comme notion. Hein. Je ne suis pas spécialiste de l'islam, mais je crois que cette notion de charia est assez floue. Hein, on peut lui donner ce n'est pas défini, à ma connaissance, d'une manière précise dans le Coran ou ailleurs, hein, ni dans les hadiths, etc. Donc, l'extension de la charia est un peu floue. Enfin, le domaine d'extension est un peu flou, un peu élastique. Et donc, il y a possibilité que le domaine de la charia soit étendu à d'autres aspects, mais a priori, je pense que là-dessus, on peut croire le président Diamé lorsqu'il se montre rassurant vis-à-vis de la population qui n'est pas musulmane, et notamment vis-à-vis des chrétiens. Il a fait des déclarations dans lesquelles il dit explicitement que les chrétiens ou les autres religions ne sont absolument pas concernés par ces mesures et les gens des autres religions pourront continuer à pratiquer tout à fait librement leur religion, aller dans les églises, aller au temple, aller à la synagogue, etc. Donc il n'y a pas d'affichage de volonté de remettre tout ça en cause. Donc sur ce plan-là, a priori, je pense qu'on peut le croire dans la mesure où il n'a rien à gagner, au contraire, à durcir son régime dans ces domaines-là. Oui, moi, je voulais savoir si vous connaissiez un petit peu la situation. Si vous connaissiez un petit peu la situation au Sénégal, donc qui enveloppe la Gambie par rapport à la poussée islamique et la façon dont le pouvoir, le régime actuel, prend en compte ou pas cette poussée islamique dans un État donc, dont le nord est beaucoup plus musulman que le sud. Oui, alors, en fait, je connais beaucoup mieux le Sénégal que la Gambie, donc je peux peut-être mieux vous répondre. Disons, je crois qu'on peut distinguer, peut-être vous parlez de la poussée islamiste, je crois qu'on peut peut-être effectivement distinguer la poussée islamiste et la menace terroriste. Mais bon, sachant qu'il y a des liens, bien sûr, entre les deux, mais tout islamiste, tout fondamentaliste, tout salafiste ne devient pas djihadiste, ne devient pas terroriste. Bon, étant entendu qu'il y a des passerelles, évidemment, d'un à l'autre, il y a des continuités, mais je crois qu'il faut se garder de tout amalgame. Hein, il y a je crois que c'est l'occasion de le dire, il y a des salafistes purs et durs. Hein, moi, j'ai quelqu'un qui distribue les colis postaux à mon domicile. Il a la tenue islamiste classique, et bon, la barbe, tout, enfin bon, et je veux dire ça.
je ne l'ai jamais ressenti comme une menace. Enfin, je veux dire, donc faut bien distinguer salafisme et terrorisme, tout en ayant conscience des passerelles entre les deux. Donc au Sénégal, bien sûr qu'on est conscient des risques, mais on est essentiellement conscient du risque terroriste. Bon, il se trouve que j'étais à Dakar au début février, lorsqu'il y a eu une véritable psychose qui s'est instaurée sur des risques d'attentats. C'était quelques jours après les attentats de ceux de Bamako. Et donc, il y a eu aussitôt des mesures qui ont été prises. Alors, renforcement de la sécurité devant les grands hôtels, etc. Il faut préciser que le Sénégal est considérablement aidé par les services secrets occidentaux, américains et français. C'est d'ailleurs eux qui ont permis de démanteler des cellules qui étaient en cours de constitution, des cellules islamistes et probablement djihadistes, qui étaient en cours de constitution. Alors, ça c'est un premier point. Donc le risque djihadiste est très bien perçu. Il y a un renforcement donc des mesures sécuritaires, il y a un renforcement de l'armée, il y a un renforcement de la police, de la gendarmerie. Ils recrutent, tous ces secteurs recrutent. Donc il y a vraiment un renforcement de l'appareil répressif vis-à-vis de la menace djihadiste. Mais parallèlement, et justement compte tenu des passerelles entre salafisme et djihadisme, il y a également une surveillance renforcée des mosquées, une surveillance renforcée des imams. Un certain nombre d'imams salafistes ont, à tort ou à raison, été arrêtés au cours des derniers mois. Ce qui a déclenché d'ailleurs des réactions parfois violentes dans les milieux musulmans, relayées par une partie de la presse, comme quoi il y avait atteinte aux libertés. Sous prétexte que des gens développent des discours fondamentalistes, on les arrête. Et donc c'est utilisé contre le régime sénégalais, qui est accusé d'obéir à ses parrains occidentaux, qui est accusé d'obéir à la France, aux États-Unis, dans ce domaine comme dans d'autres. Et donc, il y a un lien. Enfin, le régime est de plus en plus... Je parle là du régime sénégalais, puisque vous me parlez du Sénégal. Le régime, et le problème ne se pose pas en Gambie, justement c'est l'évolution inverse, le régime est de plus en plus accusé d'être une sorte de relais des Occidentaux, et il y a une fragilisation croissante sur ce plan-là du régime. Et en termes de légitimité, il apparaît comme de moins en moins légitime parce que obéissant aux Occidentaux, y compris en participant au combat au Mali. Le Sénégal a des militaires au Mali, il en a ailleurs. Et donc que ce soit par sa participation à la lutte contre AQMI, ou lorsque le président sénégalais est venu au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, est venu à Paris, ça a déclenché de violentes réactions dans la presse sénégalaise. Encore une fois, Macky Sall cherche à se faire bien voir des Occidentaux. Voilà. Donc, paradoxalement, oui, cette évolution, enfin, cette conscience qui est très nette des risques, et cette lutte qui est menée par le régime, en fait, est utilisée contre lui. Et donc, c'est un élément d'affaiblissement, de déstabilisation. Ce qui est certainement le but recherché par certains. Là, ça marche. Et la poussée de l'islam que vous constatez est identique, développement des mosquées, développement des ports du voile par les femmes, etc. Comme vous l'avez noté en Gambie, ou on a pu évidemment le constater dans l'Afrique du Nord, par rapport à ce que... qu'en est-il là-dessus, sur ces signes visibles au Sénégal. Oui. Mais peut-être aussi, si vous avez des informations sur les pays voisins de cette bande d'ancienne Afrique occidentale française. Oui.
Bon, je connais surtout le Sénégal et la Guinée-Bissau. Hein, je suis allé dans ces deux pays récemment, donc oui, ben, la visibilité, elle est très grande. Hein. Disons, c'est plus spectaculaire, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est plus spectaculaire en Guinée-Bissau, pour les raisons que j'ai dites, à savoir que l'État ne fait rien. Et comme l'État ne fait rien, bien les organisations musulmanes le font. Parce qu'elles ont les moyens, parce qu'elles ont l'argent du Golfe. Ce qui veut dire que c'est la seule raison du développement de leur influence. Ça passe aussi par le message, mais l'argent contribue. Hein. Donc, il y a vraiment, on peut parler d'explosion de l'islam en Guinée-Bissau, mais il y a également la poussée également perceptible au Sénégal. Au Sénégal également, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais le nombre de femmes ou de filles voilées a vraiment explosé en l'espace d'un an. C'est très, très clair. Un point que je voulais signaler également, c'est l'occasion, la poussée musulmane en Afrique en général n'est pas la seule. On assiste en fait à une poussée globale de toutes les religions. Il y a dans le même temps une poussée chrétienne, notamment des pentecôtistes, de plus en plus présents, y compris en Afrique de l'Ouest, hein, où il était une guerre implantée jusque-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, les religions apparaissent comme porteuses. Hein, elles sont porteuses d'espérance, hein, elles sont porteuses d'espoir de changement, elles sont porteuses de désir d'identification. Et donc, ce qui est valable pour l'islam est valable pour les autres religions, et beaucoup moins pour les religions traditionnelles, hein, ce qu'on appelle l'animisme, qui est au contraire, lui, grignoté par les autres religions. La poussée des autres religions se fait au détriment de l'animisme. Mais il y a bien, effectivement, une poussée globale qui renvoie, qui est très intéressante à interroger, parce que ça renvoie aux insuffisances, finalement, des modèles dominants jusque-là en Afrique et qui n'ont pas répondu aux attentes des populations. Enfin, là comme ailleurs, finalement. Hein, la religion remplit un vide. Hein, elle remplit un vide de sens, notamment. Hein, les gens sont en quête de sens pour l'avenir, pour leur action, pour leur insertion dans la société. Ils se sentent souvent exclus et la religion peut être un moyen de recréer du lien, de recréer du sens. Et voilà qui, je crois, explique son succès. Et j'ajoute un dernier point. Ça explique le succès de la religion en l'absence d'alternatives laïques. À une époque, le marxisme a représenté une alternative pour beaucoup de pays, pour une part importante du monde. Oui, il y avait un modèle alternatif. Bon, pour des raisons complexes, mais vous connaissez plus ou moins, bien ce modèle s'est effondré. Et en l'absence d'alternative laïque, eh bien, il reste la religion. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres alternatives possibles, bien entendu. Ma voisine n'a pas l'air du tout d'accord, mais moi je suis assez d'accord avec vous, mais ça ne se passe pas qu'en Afrique, ce problème-là. Et ça ne veut pas dire que la religion soit une alternative efficace, effective. Ça, mais c'est dans la tête des gens, ça fait sens, c'est le futur possible. Je n'irai pas plus loin que ça, mais... Oui, mais je suis d'accord avec vous, hein, je ne fais pas de publicité pour la religion, j'essaye de la comprendre, hein, c'est tout. Hein, je ne suis ni pour ni contre, moi j'analyse, j'observe. Voilà. Vous pouvez ne pas être d'accord. Je voudrais relativiser là, peut-être le propos, enfin apporter un éclairage. C'est que aussi bien le régime actuel à Moscou, et depuis longtemps, enfin après qu'il y ait eu le basculement pour le régime actuel, et ça se voit également en Chine, puisque de manière toute récente,
si mes informations sont bonnes, et par rapport à la connaissance que j'ai de quelques Chinois, c'est le luthérianisme qui vient d'être, comment dire, réintégré dans, comment dire, en Chine au niveau de la population. Donc, je relativiserai un petit peu ce rôle, un petit, comment dire, un peu pas trouble, mais qui est un petit peu en synergie entre le pouvoir politique et une religion, quelle qu'elle soit. Ça me semble manifeste aussi bien là pour le régime actuel en Russie et également pour la Chine, où là c'est le luthérianisme qui serait, de par le pouvoir, repris pour nourrir l'esprit des populations et voire même s'asseoir sur la religion comme contrôle social ou ordre social. Oui, ben, je crois que vous apportez de l'eau à mon moulin. Effectivement, il y a instrumentalisation de la religion dans tous les cas. Et cette instrumentalisation de la religion, elle peut se faire contre l'État. C'est en gros ce que font les djihadistes, ou les islamistes d'une manière générale. C'est contre l'État, quitte à vouloir recréer un État islamique à l'échelle mondiale. Donc elle se fait soit contre l'État, soit c'est, comme dans le cas de la Gambie, mais peut-être dans le cas d'autres pays, soit c'est l'État en place qui lui-même prend en charge la religion, enfin l'instrumentalise, coupant par là même, comme je crois l'avoir dit tout à l'heure, coupant l'herbe sous le pied finalement de ceux qui voudraient l'utiliser comme élément de contestation. Vous n'êtes pas d'accord? Si, au contraire, là, vous interprétez, j'entends votre explication. J'avais Je parle bien d'instrumentalisation. Puisqu'on était sur le registre des religions, en fait, je voulais Oui, savoir tout à fait. si vous aviez vu en fait le film Salafiste, parce que il a beaucoup de défauts, mais il a pour qualité de donner la parole en fait à des prédicateurs mauritaniens justement. Moi, je ne connais pas du tout la Mauritanie, je ne sais pas quelle est la situation et quels sont les cadres légaux, on va dire, de cette république islamique qui du coup a précédé la Gambie dans ce type d'état-là. Et je voulais simplement savoir si vous pouviez nous en parler brièvement et nous dire s'il y avait également un type de prédication qui voyait le jour aussi en Gambie, et qui pouvait ressembler ou pas d'ailleurs à ce qui se passe en Mauritanie. Bon, écoutez, là, je ne suis pas spécialiste de la Mauritanie, je manque trop d'éléments pour vous répondre. Tout ce que je sais, donc, c'est que la Mauritanie a été proclamée République islamique donc, en 1991, que officiellement la Constitution s'appuie sur la charia, mais on peut ajouter, donc là je ne réponds pas du tout à votre question, mais on peut ajouter que le fait que ce soit à la fois une république islamique et fondée sur la charia, ça n'empêche nullement, alors là ça rejoint ce que je disais, ça n'empêche nullement la Mauritanie de participer à la lutte antiterroriste. Le régime mauritanien combat le terrorisme et bénéficie pour cela de l'aide occidentale. Il y a une collaboration avec les Occidentaux. Donc malgré le régime islamique, malgré la charia, il y a une collaboration, et y compris dans des camps dans le désert mauritanien, il y a également des militaires gambiens qui se sont entraînés. Je ne sais pas s'ils s'entraînent encore, mais qui se sont entraînés. Bon. Donc ça montre bien que Djamé, à sa manière, participe aussi. Ce n'est pas uniquement dans le discours, il a dit qu'il était contre les islamistes, mais également, concrètement, il a envoyé des soldats se former à la lutte antiterroriste, appuyés par les Occidentaux. Donc ça ne répond pas tellement à votre question, même pas du tout. Mais bon, c'était l'occasion de dire ce que je sais. Et pour le reste, honnêtement, là, je préfère ne pas m'avancer. J'avais une autre question par rapport aux élections en Gambie. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous aviez des chiffres sur le taux de participation ou les résultats? Et est-ce que c'est des élections ou c'est un référendum pour reconduire le mandat? Parce que je sais que dans certains pays dictatoriaux, c'est plus est-ce que vous voulez réélire telle personne au poste de président? Et généralement, c'est des scores assez... Enfin, comment ça se déroule, vu que vous dites qu'il y a quand même
l'opposition est quand même menacée. Donc comment ça se déroule les élections? Oui. Si l'opposition est menacée, ça veut dire qu'elle existe. Et effectivement, les élections, c'est de vraies élections, hein, ce ne sont pas des référendums. Il y a l'élection du président, il y a l'élection des députés, il y a un parlement qui comprend une cinquantaine de députés. Ils sont bien élus et les dernières élections qui ont eu lieu ont abouti à un constat des observateurs étrangers, comme quoi ça s'était déroulé dans des conditions globalement satisfaisantes. Oui. Alors, encore une fois, c'est des conditions satisfaisantes, sauf que les responsables des partis d'opposition ont la vie quand même un petit peu dure. Certains sont en prison, où les journaux d'opposition sont interdits ou censurés. Donc les responsables des partis d'opposition peuvent difficilement faire campagne. Donc bien sûr, l'élection, enfin probablement, l'élection se déroule apparemment normalement, mais dans des conditions tout de même un peu particulières et dans un climat tout de même d'intimidation. Mais ça n'empêche pas les gens, une fois dans l'isoloir, il y a des isoloirs, ça ne les empêche pas de voter pour qui ils veulent. Alors vous parliez de pourcentage. Disons qu'à chaque fois, si on prend l'élection présidentielle, comme il va y en avoir à la fin de l'année, à chaque fois le président a été réélu confortablement, mais l'opposition est loin d'être inexistante. Hein. Les candidats d'opposition ont pu obtenir plus de 20% des voix. Oui. Alors peut-être que dans des conditions un peu plus normales, ils auraient pu avoir plus, mais en tout cas, bon, ça montre bien qu'il y a tout de même un embryon de jeu démocratique. Mais encore une fois, limité par toutes les contraintes de censure ou d'autocensure. Hein, bon. Parce que le régime terrorise non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Bon, pour avoir les informations dont je dispose sur la Gambie, bon, je ne suis pas allé en Gambie là, depuis longtemps, enfin, sauf très brièvement, il y a 2 ans, dans une petite ville pas loin de la frontière. Et donc, c'est difficile donc, en Gambie, mais également à l'extérieur de la Gambie, les gens, les Gambiens se sentent menacés. Moi, je connais des Gambiens à Dakar qui même ont refusé de me rencontrer pour ne pas être inquiétés, pour ne pas avoir d'ennui. Parce que bon, cette police secrète, elle est partout, elle est en Gambie, mais elle peut être à l'extérieur. Donc les gens se méfient énormément. Ce qui n'empêche pas qu'à Dakar, vous avez tout de même des opposants qui vivent, mais qui risquent effectivement d'être victimes de la police secrète gambienne. Le pourcentage de participation est relativement élevé, je vous avoue, je ne l'ai pas en tête, mais disons que les élections en Gambie ne se distinguent pas fondamentalement des élections en termes de participation et de résultats. Bon, ça ne se distingue pas fondamentalement de ce qui se passe dans les pays voisins. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous.